Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il a encore son droit, sa liberté d'expression à tous les mercredis, une semaine sur deux avec nous. Il est avocat, docteur en droit et chroniqueur. Frédéric Bérard, bonjour. Oui, côté liberté d'expression, c'est plus facile à Radio-Canada Saguenay qu'à ABC, par exemple. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, avec le retour de Jimmy Kimmel, on va peut-être en reparler à la fin de cette chronique, Frédéric. Mais je veux qu'on commence avec un sujet qui retient encore l'attention, surtout au Québec, avec le témoignage, ce qui se passe avec la commission Galland. Est-ce que Carl Malenfant a menti pendant son témoignage devant la commission qui se penche sur le fiasco du site Internet SACLIC? La semaine dernière, le témoin qui a été confronté à ces contradictions, documents à l'appui, et on peut dire que les grands titres des médias ne l'ont pas épargné. Là, le témoignage se poursuit cette semaine. Son avocat qui tente de minimiser les accusations, mais si effectivement on garde le narratif et qu'on démontre qu'il a menti, c'est quoi les conséquences de mentir, de se parjurer en commission? Ben, ça peut être grave. Hein. Il faut voir qu'est-ce qu'il y en est dans le décret qui crée la commission comme telle. Mais il ne faut pas oublier que une commission semblable a des pouvoirs assez importants. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs. Ce sont toujours des juges qui les président. On se souvient de la commission Gomery, la commission Bastarache. Donc, pour le reste, oui, ça peut être considéré comme étant un outrage au tribunal, un parjure, et peut y avoir des conséquences excessivement graves, même d'un point de vue criminel. Puis, je te dirais, en toute parenthèse, comment tu fais pour aller plaider dans une affaire comme ça, sachant que tu vas mentir gros comme le bras en pensant que personne ne sera au courant? Moi, je trouve ça assez spectaculaire, disons. Mais les conséquences, est-ce qu'elles seront après la commission? Ben, ça pourrait être pendant, mais ça serait surprenant. Je pense qu'ils vont plutôt, parce qu'on s'entend bien, là, un outrage, un cas de parjure, c'est sérieux, c'est grave. Alors, il faut en avoir la certitude absolue. Donc, j'imagine qu'ils vont attendre la fin de la commission. On verra ce que le commissaire Galland, le juge Galland, écrira dans son rapport aussi. Et puis, pour le reste, il faut savoir, c'est important de le mentionner, les commissions offrent une certaine immunité en temps normal aux témoins parce qu'on veut leur permettre de jaser librement. D'autres termes, on en a parlé ensemble, si je ne me trompe pas, il y a une couple de semaines. On ne peut pas aller chercher une déclaration d'un témoin devant une commission pour l'accuser au criminel par la suite. Sauf qu'ici, c'est un peu différent dans l'optique où c'est devant ce même commissaire-là qu'il aurait menti, qu'il se serait parjuré. Donc, c'est un mécanisme qui est un peu distinct. Mais je veux comprendre justement, donc, après la commission, donc, qui va entreprendre des démarches pour revenir en disant, bon, là, il doit avoir des conséquences. Alors, qui va entreprendre tout ça et ces accusations? Ça va être le processus régulier classique. Là, ça prendra une plainte, tout simplement. Puis le directeur des poursuites pénales et criminelles décidera si, oui ou non, il y a lieu de déposer des accusations contre M. Malenfant ou contre M. XYZ. En d'autres termes, une fois que la commission s'est complétée, on passe à la programmation régulière, si on peut dire. Dernière question sur la commission Galland, Frédéric. Le climat, parce qu'on voit parfois il y a des échanges là, assez musclés entre le commissaire, l'avocat de M. Malenfant, les avocats. Je me demande parfois, de par son décorum, parce que là, on n'est pas dans un palais de justice, je me demande est-ce que parfois ça arrive dans des événements, dans des exercices comme celui-là, que la dynamique est différente entre juge et avocat, entre commissaire et avocat dans ce cas-ci. Je me demande, est-ce que c'est le décorum qui fait en sorte qu'on a l'impression que parfois, on sort un peu du cadre? Ben, c'est possible. Là, on est plus dans la psychologie que le droit pur, mais reste que lorsqu'on est avocat, ben on l'est 24 heures sur 24. On l'est quand on joue au hockey, je sais pas moi, à Jonquière, le mercredi soir à 10 heures. On l'est dans sa douche, on l'est en tout temps. Ce qui veut dire que des comportements problématiques peuvent être pénalisés par le syndic du barreau au final, peu importe le cadre où ça se joue. Et dans ce cas-ci, dans le cadre d'une commission, comme on l'expliquait à la question 1, si je peux dire, ben là, tu vois que c'est le même processus contradictoire. Hein? Il y a un juge, il y a un avocat qui pose des questions, il y a un témoin qui répond aux questions ou qui ne répond pas aux questions, dépendamment. Il y a l'avocat du témoin qui essaie de le protéger, sortir du bourbier. Alors, prenons pour acquis que, et je sais que ça a brassé avec
Maître Bertrand, notamment, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis bon, il y a eu une espèce d'esbrouffe assez importante. Mais c'est surtout au moment où encore le commissaire mentionnait « asseyez-vous, asseyez-vous ». Je vous demande de vous asseoir et qu'il n'écoutait pas. Je me demandais un peu, est-ce qu'on voit ça souvent en salle de cours comme ça, des chicanes entre un juge, un commissaire et un avocat? Ben, ça arrive devant un juge régulier, entre guillemets, dans une audition régulière, là, par opposition à commission. Mais je te dirais que celui qui a le dernier mot, c'est le juge. Puis si tu l'as pas compris, c'est peut-être une bonne idée de le faire parce que ça va pas se passer comme ça. Et je pense que, très clairement, je pense que c'est officiel que tout ce qui se passe devant une commission doit être guidé par les mêmes principes de décorum, quand bien même que c'est pas un palais de justice au sens formel du terme. Ça change rien à l'histoire. Bon, allons au palais de justice de Montréal, où là, il y a une cause qui retient encore l'attention médiatique. On est dans les dernières étapes, les plaidoiries finales dans le procès de Gilbert Rozon. Un long procès, 9 mois. 16 femmes ont accusé l'ex-producteur d'agression sexuelle et de viol. Et disons que l'accusé continue encore une fois de narguer les journalistes et encore une fois dans les échanges. Mais encore une fois, c'est la notion de consentement qui est débattue, qui est contestée par les deux parties dans ce procès. Est-ce qu'il existe une définition claire sur le plan juridique, légal du consentement? Mais ça, c'est une question qui est excellente puis qui est complexe aussi, puis je m'explique. C'est que la notion de consentement a drôlement évolué avec le temps. Et habituellement, on en parlait strictement en matière de droit criminel, hein? Une accusation pour viol. Est-ce que la victime avait consenti ou pas consenti, puis si elle a consenti, jusqu'à quel point, puis elle a refusé par la suite de poursuivre, donc elle a retiré son consentement. La jurisprudence a évolué avec les mœurs, hein? Puis c'est normal, le droit est le reflet de nos sociétés, le reflet de notre culture. Il y a un volet ultra important d'un point de vue sociologique. À une certaine époque, pour une femme de démontrer qu'elle a été violée par son mari, c'était pratiquement impossible. Parce qu'on disait, ben voyons donc, vous êtes mariés, la religion fait en sorte que ci et que ça. Alors qu'aujourd'hui, en 2025, là, c'est rendu complètement autre chose et pour le mieux, si tu me demandes mon avis. Par exemple, une femme ne peut pas consentir si elle était intoxiquée. Ça, c'est un exemple qui n'existait pas nécessairement avant. Bon, maintenant qu'on a dit ça, donc, évolution ultra importante en matière criminelle, pour le mieux à mon sens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au civil? Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Ce qui se passe avec le procès Rozon actuellement, c'est pas une première. Mais de cette importance-là, ce l'est. Donc, en d'autres termes, on n'est pas dans un cadre criminel, on est dans un cadre civil. Et c'est là que ça devient compliqué parce que les notions de consentement qui ont été établies en droit criminel ne s'appliquent pas nécessairement de manière systématique, de manière complète au civil. En d'autres termes, il peut y avoir, compte tenu du fait que le fardeau de preuve est parfaitement distinct au criminel versus le civil, bien là, il est possible que la jurisprudence au civil développe au final une notion du consentement qui va ressembler à celle du criminel, évidemment, mais peut-être avec certaines exceptions. Alors, c'est pour ça qu'on surveillera attentivement donc quelle sera donc la décision finale. On rappelle que là, c'est la plaidoirie. On devra patienter encore quelques semaines avant d'avoir un verdict dans tout ça. Et on va terminer avec du droit international. On aurait pu revenir parce que lorsqu'on s'est parlé, il n'y avait pas encore eu la prise de parole de Donald Trump devant l'ONU. Mais on va rester donc sur la scène. La reconnaissance de l'État de la Palestine par plusieurs pays, dont le Canada, la France, mais sans celui des États-Unis, est-ce que ça peut changer quelque chose dans la donne en termes de droit international? Bien, premièrement, bravo à la France, bravo au Canada. Est-ce que ça peut changer la donne? Écoute, d'un point de vue symbolique, évidemment que la réponse est oui. Pourquoi? Bien parce que là, il y a des relations diplomatiques directes qui vont être créées avec l'État de la Palestine. Mais au-delà de la symbolique, est-ce qu'il peut y avoir, disons, un petit coup de barre d'un point de vue normatif? Théoriquement, la réponse est oui. Pourquoi? Bien parce que quand il y a une agression à l'intérieur d'un État, théoriquement, les autres États ne peuvent pas intervenir. Alors que s'il y a une agression d'un État par rapport à un autre État, là, le droit international s'engrange en claquant des doigts. Maintenant, ça c'est le deuxième volet qui est plus problématique, est-ce que même si on part de la prémisse que je viens de soulever, est-ce que ceci peut changer la donne au final, sachant que le droit international manque de mordant, manque de dents, on en parle souvent ensemble, manque de police là, au sens théorique. Si on sait que les États-Unis et Israël ne reconnaissent pas la Palestine,
qui va empêcher les États-Unis et Israël de poursuivre le génocide qui est en cours? Est-ce que c'est le droit international? Techniquement, ça devrait être plus facile, mais qui va le terme en anglais enforcer, qui va le mettre en application? Ça reste à voir, sachant notamment que le droit international, malheureusement, est souvent beaucoup plus, théorique que pratique. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Donald Trump hier devant l'ONU? Quel pitoyable personnage. Quel bouffon stratosphérique. Honnêtement, il remet... C'est une attaque frontale, Frédéric, c'est sérieux ce qui se passe. C'est une attaque frontale par rapport à tout ce qu'on essayait de construire depuis la Deuxième Guerre et même avant avec la Société des Nations. Que Trump n'aime pas l'ONU, ça c'est une chose. Ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'on doit critiquer l'ONU? Évidemment. Est-ce que l'ONU doit être améliorée? Bien sûr, je viens d'en donner des exemples d'ailleurs dans les dernières secondes. Par contre, c'est pas juste l'ONU qui est attaquée ici. C'est le fondement même de l'humanisme qu'on a essayé d'instaurer à travers diverses institutions internationales, puis pas seulement celles de l'ONU. Quand il attaque l'Europe par rapport à l'immigration, quand il dit que le réchauffement climatique est la pire arnaque possible, qui peut dire des choses comme ça avec un poste aussi puissant? Bref, quelle mauvaise période pour l'humanité. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur, merci beaucoup. On se reparle au mois d'octobre.